Merci de nous rejoindre en ce 2 novembre pour une nouvelle édition de votre journal d'information locale. Au cours de la prochaine demi-heure, nous reviendrons sur la fermeture du plus grand centre de vaccination de France, le plus grand vaccinodrome. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ne peut dorénavant accueillir 300 personnes par jour contre 5000 depuis mars dernier. Saint-Quentin en Yvelines réduit donc la voilure. Nous évoquerons aussi la trêve hivernale qui s'applique depuis hier et jusqu'au 31 mars. Les expulsions locatives, les coupures de gaz et d'électricité sont interdites. En plateau, l'administrateur dans les Yvelines de l'association Solidarité Nouvelle pour le logement. Et à la fin de ce journal, les résultats sportifs du week-end, de ce long week-end, les images du gala de boxe des Mureaux, mais aussi de la course pédestre de Poissy et un point sur la Coupe de France de football. L'actualité de ce début de semaine, c'est également l'annonce par le groupe Stellantis qui produit les véhicules Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Opel et Chrysler de la création d'un campus de 60 000 m² dans les Yvelines. En 2024, sur les bords de Seine, à Poissy, plus de 11 000 salariés seront regroupés au sein d'un nouveau site de production. Ils quitteront Trappes, Vélizy, Carrières-sous-Poissy. Objectif principal pour le groupe, limiter l'empreinte carbone. Le maire de la commune de Poissy, Carl Olive, salue, je cite, une formidable nouvelle pour l'attractivité économique du territoire. Sur le front de la lutte contre la Covid-19, à présent, les centres de vaccination ferment progressivement leurs portes pendant que les pharmacies, notamment, prennent le relais. À Saint-Quentin en Yvelines, le plus grand centre de France réduit donc à son tour la voilure après plus de 350 000 injections réalisées depuis mars dernier. Dès cette semaine, c'est un mini-centre qui accueille le public. Les précisions de Mickaël Edmidoro. La vaccination s'adapte au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Fini le méga-centre situé sur l'aire centrale de la structure. Un mini-centre a ouvert ce 1er novembre sur le site, conséquence du ralentissement de la vaccination en France ces dernières semaines. Vous savez, je crois que c'est un facteur 10. On retrouve toujours ce facteur. Donc il y a 10 fois moins de vaccination aujourd'hui. C'est l'adaptabilité, c'est la réversibilité, c'est l'agilité. Ça a été une structure quand même qui s'est adaptée, je vous dis, à un petit besoin comme au début et aujourd'hui, et à un gros besoin. La structure est passée d'une vingtaine de médecins sur l'aire centrale à 3 box avec 2 médecins et une infirmière. Richard Baudet, présent sur le site depuis mars dernier, comprend cette décision. Je trouve ça normal, c'est bien qu'on soit redescendu parce qu'on avait beaucoup moins de travail, donc on est passé de plusieurs milliers à quelques centaines. Donc cette évolution, je trouve ça plutôt favorable et sympathique. Aujourd'hui, avec ce nouveau format, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines peut vacciner jusqu'à 300 personnes par jour. Vous voyez peut-être, vous êtes venu ce matin, que ça roule bien, qu'il y a régulièrement des patients qui viennent. On n'a pas de période d'attente importante et on n'a pas non plus d'affluence énorme. Grâce aux rendez-vous qui ont été pris et que les gens respectent, tout se passe bien. Ce nouveau mini-centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h. Depuis mars 2021, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a vacciné plus de 350 000 personnes. L'actualité du jour, c'est l'ouverture de la trêve hivernale jusqu'au 31 mars. Il est impossible d'être expulsé de son logement, même si la loi prévoit des exceptions, des droits et des devoirs donc pour les propriétaires, les bailleurs et les locataires. Les détails avec Mélanie Poquet. Pas d'expulsion possible d'un locataire jusqu'au 31 mars 2022. C'est la notion que l'on connaît le plus de la trêve hivernale née en 1956. Mais il y a des exceptions comme ceux bénéficiant d'un relogement, les squatteurs ou encore ceux ayant commis des violences. Mais qui dit trêve hivernale ne dit pas fin des obligations pour les locataires. Si les personnes concernées par cette trêve ne sont plus redevables du loyer, elles le sont d'une indemnité d'occupation fixée par le juge et qui équivaut au montant du loyer et des charges. En cas de difficulté à payer son loyer, il existe des solutions. Il vaut mieux continuer à payer autant que faire se peut. On entend que forcément, il y a aussi des locataires de bonne foi qui ne peuvent pas payer tout simplement. Mais là, il faut qu'ils fassent des démarches avec l'assistante sociale, peut-être un dossier de surendettement, mais toujours payer le plus possible pour aussi que la CAF ait envie de continuer à verser les APL et éviter que la dette à la sortie soit catastrophique. La trêve hivernale concerne aussi les propriétaires bailleurs. En cas de non-respect de cette trêve, une peine de prison allant jusqu'à 3 ans et 30 000 € d'amende sont possibles. Interdiction aussi de procéder à des coupures d'électricité, de gaz et de l'eau. Les propriétaires bailleurs ont aussi des droits. Si eux, ils ont
ils ont besoin de ce loyer pour payer les mensualités de crédit, puisqu'ils ont acheté notamment pour de l'investissement locatif. Ils pourront tenir un délai de grâce auprès du juge, qui peut suspendre du coup les mensualités durant 2 ans. Ils peuvent aussi négocier avec la banque, qui peut elle aussi suspendre. Par contre, la banque très rarement ne suspendra pas les intérêts. Donc les intérêts continueront de courir. Mais il y a ces 2 options. Ils peuvent eux-mêmes se mettre en surendettement. La trêve hivernale prendra fin le 31 mars 2022. Si les expulsions concernent très régulièrement des impayés, la DIL note une augmentation des motifs liés aux troubles du voisinage. Et pour évoquer cette question de la trêve hivernale, je reçois Hubert Maquet. Bonsoir, bienvenue en plateau. Vous êtes administrateur SNL Yvelines, SNL pour Solidarité Nouvelle pour le logement. Avant d'évoquer votre association, ses missions également, cette trêve hivernale, est-ce qu'elle apporte un vrai soulagement aussi pour les personnes les plus en difficulté, ou est-ce que malheureusement ce n'est qu'un sursis et vous craignez déjà la fin du mois de mars ? C'est très variable, ça dépend beaucoup des propriétaires. Et moi, je vais vous parler de notre association qui est propriétaire d'un certain nombre de logements et donc vous expliquer comment ça se passe. Comment elle fonctionne, vous allez nous l'expliquer, mais avec le climat actuel, la hausse des factures, les hausses des factures d'énergie, gaz, électricité et même de l'essence, est-ce que d'ores et déjà il y a des craintes sur des expulsions qui pourraient reprendre, des foyers qui vont s'endetter pendant les mois à venir encore ? Il y a malheureusement toujours un courant d'expulsion qui est plus ou moins important. Dès la fin du mois de mars, quand la trêve se termine. Disons qu'un propriétaire impatient de récupérer son logement, il va patienter, parfois difficilement. Il va peut-être faire des pressions pour essayer de faire partir le locataire. 4 millions de personnes seraient mal logées en France. Avec votre association, l'une de vos missions, c'est de témoigner de cette situation pour que chacun puisse avoir donc droit à ce logement décent. Vous agissez aussi, je voudrais qu'on parle des actions que vous menez. Vous avez créé les logements sociaux avec SNL, l'association, depuis 1997. Comment cela fonctionne, déjà, qu'on comprenne ? Alors, outre le témoignage, qui est quelque chose de très important, parce qu'il faut bien savoir que le logement, c'est la base de tout. Toute personne doit disposer d'un logement en bon état, pas en suroccupation, parce que à partir du moment où vous avez un logement, vous pouvez chercher du travail, vous pouvez héberger votre famille, vous n'êtes plus à la rue, vous pouvez vous occuper de votre santé. Alors, pour nous, c'est capital, c'est un droit, et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une procédure qui s'appelle le droit au logement, opposable depuis plusieurs années. Alors, que faisons-nous plus concrètement ? Eh bien, première tâche, nous créons des logements sociaux. Comme vous l'avez dit, depuis 1997, on a commencé modestement avec 10 logements, et aujourd'hui, donc, vous voyez, 25 ans à peu près au-delà, eh bien, nous en avons 125 mis en service. On va voir la carte justement qui va s'afficher pour montrer un peu la répartition de ces différents logements. 125 aujourd'hui dans les Yvelines. La carte qui s'affiche et vous voyez, ils sont concentrés principalement sur 50 ans en Yvelines. Mais comment vous faites l'acquisition de ces logements ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que cette action, elle est engagée et menée tout du long par de simples particuliers. Bon, nous avons évidemment vu la taille, nous avons démarré avec un salarié au bout d'un an et aujourd'hui, au début de l'année prochaine, nous en aurons 13, certains à temps partiel. Mais l'idée, c'est que toute personne, beaucoup de personnes, peuvent faire quelque chose de concret pour remédier à cette crise du logement. Alors, nous avons donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos logements sont plutôt en centre-ville et diffus. C'est-à-dire, on n'a pas un grand bâtiment. Oui, avec tous les logements à l'intérieur. Le but, c'est de... Donc, et pourquoi ? Parce que ça favorise l'insertion des personnes, disons, défavorisées dans la ville. Et ça, c'est capital pour leur bien-être. Nous, dans un deuxième temps, nous gérons ces locataires qui sont arrivés chez nous. Oui, il y a aussi cette mission d'accompagnement. Ce sera l'une des questions que je vais vous poser aussi, mais je reviens quand même dessus sur l'acquisition, qu'on comprenne bien pour les téléspectateurs. Alors, comment vous en faites l'acquisition ? Parce qu'il faut des ressources pour acheter des logements, si c'était si simple. Il y a 3 sources, si vous voulez. Ce sont les locataires qui payent des loyers.
la plupart de nos locataires payent des loyers. Ce sont des loyers fixés par les pouvoirs publics. Et notre catégorie de logement, c'est la catégorie la plus basse. Ça fait à peu près un tiers des recettes. Le deuxième tiers, ce sont des subventions publiques. Pour le fonctionnement, pour la construction, c'est assez compliqué selon les différentes strates administratives. Et le troisième tiers, c'est tout simplement nos membres. Nos membres bienfaiteurs. Il y en a qui nous donnent 20 € par an. Il y en a qui nous donnent de temps en temps des chèques extrêmement importants. Il y a même dernièrement une personne qui nous a donné un appartement au moment où elle partait en retraite. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie. On respecte toutes les normes, toutes les procédures de construction. C'est assez long, mais on y arrive tout doucement. On a encore à peu près une petite dizaine de logements en projet pour la fin de cette année, l'année prochaine et peut-être même au-delà. Et donc avec cette mission d'accompagnement, on y vient, vous aidez les gens qui viennent, vous n'êtes pas simplement entre guillemets là pour leur trouver un toit et voilà, faut aussi parce qu'il y a une des missions qui est importante et que j'ai aussi souligné, vous leur apprenez que la première dépense à régler, c'est aussi le loyer. Et voilà. Avant l'accompagnement, je voudrais parler de la gestion, parce qu'on l'appelle gestion locative adaptée. Pourquoi je dis adaptée ? Parce que nos gestionnaires, on a 3 personnes qui s'occupent de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces locataires, ce sont des personnes qui ont, en quelque sorte, subi des accidents dans leur parcours, dans leur vie. Et la préfecture veille beaucoup à ce que nous prenions ce genre de catégorie de personnes. Ils ont souffert d'handicaps sociaux différents. Et nos gestionnaires vont suivre avec une grande attention tout ce qui concerne le paiement des loyers. Et il y a toute une procédure de prévention, de prévenir, on se réunit avec les personnes, on essaye d'analyser les causes de difficultés de paiement. Mais au bout d'un certain temps, si nos rappels ne sont pas efficaces, on ne peut pas accepter qu'une personne reste pendant des mois sans payer. Et pour être relogé, parce que nous, ce sont des logements passerelles qui durent 3 ans maximum. Un an, mais renouvelable chaque année pour une durée qui peut être variable. Eh bien, nous pouvons menacer de ne pas renouveler, et la personne devra chercher. Mais en fait, si donc la personne ne tient pas compte de nos avis, et on est à la fois très ferme et très conciliant, ferme sur les principes, conciliant dans la pratique, eh bien, on finira par demander une expulsion au juge. Un ordre de grandeur, peut-être une expulsion tous les 2 ans à peu près. C'est assez variable. Il a pu arriver des années, il y en a 2. Et ce résultat qui est finalement plutôt bon, qui permet à chacun de renouer aussi, c'est parce qu'il y a le travail d'accompagnement. Voilà. Et alors en quelques mots, on va être pris par le temps. Donc comment se passe l'accompagnement justement ? Eh bien, il se fait de 2 façons. Nous avons des travailleuses sociales qui sont des professionnels et qui vont donc, première tâche, s'occuper que nos locataires aient toutes les allocations auxquelles ils ont droit. Vous savez, il y a une série d'allocations très nombreuses et beaucoup d'allocations ne sont pas demandées parce que les gens n'y comprennent pas grand-chose. Donc, nos travailleuses sociales sont là pour les aider. Et puis, nous avons aussi des bénévoles qui habitent dans le quartier, à proximité, et qui rendent de petits services. Ils participent à l'emménagement de la personne, ils cherchent du mobilier, ils peuvent garder un enfant quand la mère doit aller chez le médecin. Nos locataires, parfois, ils ont juste une valise. Ils n'ont pas de caisse à outils. Et ben, nos bénévoles donnent un coup de main pour ne serait-ce que changer une lampe ou remettre en place une prise. C'est vraiment des petites choses. En fait, on peut dire que ce sont de bons voisins. Et tous ces bénévoles qui interviennent, plus ils sont nombreux, mieux c'est. Et donc forcément, s'ils veulent vous rejoindre aussi, j'aimerais qu'on revoie une dernière fois les coordonnées de l'association qui s'affichent, aussi bien postales que par mail ou par téléphone. Voilà ces coordonnées, vous pouvez les noter et contacter si vous souhaitez verser des dons, aider justement, vous l'avez entendu, même 20 € par an pour ceux qui le peuvent. Et c'est à saluer aussi d'offrir quelquefois beaucoup plus, comme des appartements, vous l'avez dit, et puis intervenir au quotidien comme de bons voisins, voilà le terme que vous avez employé. Merci beaucoup, Hubert Maquet. On va être pris par le temps. Je vous laisse 10 secondes, malheureusement. Pourquoi entrer ? Enfin, je vais vous dire mes raisons personnelles.
c'est un travail utile, ce que nous faisons, et deuxièmement, ça a beaucoup de sens. Hein. C'est très gratifiant pour les bénévoles, notamment. Hein. Les donateurs, ils sont un peu plus loin, évidemment. Hein. Mais moi, je vous le dis, depuis que j'y suis, ça fait pas mal de temps, hein, presque depuis la création, j'y suis très heureux. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle l'action que vous menez avec Solidarité Nouvelle pour le logement. Merci encore à vous. Nous poursuivons ce journal à présent avec cette information. Le concours Lépine a été remporté par un Yvelinois. Une table base qui peut se transformer en poste informatique. Eh bien, c'est l'invention qui a donc été primée ce week-end au concours Lépine. Son nom, Job Table. Elle est l'œuvre d'un habitant de Saint-Germain-en-Laye, Omar Sek. Un objet qui s'inscrit clairement dans l'air du temps avec la pérennisation du télétravail dans de nombreuses entreprises. On passe au sport à présent. Le club de boxe anglaise des Mureaux vient d'organiser ce samedi un gala, une soirée avec plusieurs ceintures WBA en jeu, à l'occasion de revoir du public dans les gradins, de montrer aussi que la ville est un territoire, un terreau fertile de la boxe. Retour sur l'événement avec Nicolas Dandry et Bixente Merien Santisteban. Il boxait à domicile et a remporté son combat. Le super plume muriotin Khalil El Adri s'est imposé au point face au Mexicain Christian Lopez Flores. Sa 3e victoire consécutive depuis le mois de mars 2021. Je remercie tout le monde d'être présent ce soir. Nos victoires, c'est les vôtres. Parce que sans vous, vous êtes notre 3e souffle. Quand on a un petit coup de mou dans le combat, on vous entend, et ça nous rebooste. Donc je vous remercie tous. Au programme de ce gala de boxe, 5 combats avec plusieurs ceintures WBA en jeu pour le plus grand plaisir du public. Pour les gens qui ne sont pas trop du monde de la boxe, c'est plutôt un bon moyen de venir regarder, apprécier et surtout de passer un bon moment en famille, quoi. Je sais que c'est des gros combats qui sont attendus ce soir et que ça va être une belle soirée. Le club de boxe des Mureaux, BAM L'Héritage, organise régulièrement des soirées de gala. La dernière en date le 19 décembre 2020, l'occasion de confirmer que la ville est un territoire de boxe. On était il n'y a pas longtemps dans une salle qui était pleine et c'est bien aussi, oui, bien sûr. Bien sûr, les gens reviennent et c'est une bonne chose. Depuis tout le temps, je pense que les Mureaux c'est une vraie tête de boxe, mais il n'y a pas que les Mureaux, il y a le département des Yvelines. Les Mureaux en fait partie, c'est la locomotive et on veut continuer dans cette voie, mais ce qu'il faut c'est continuer à aller dans la voie de la difficulté et aujourd'hui c'est l'organisation, continuer à trouver des partenaires qui nous accompagnent et qui nous font confiance pour pouvoir faire de belles soirées comme celle-ci. Et un nouveau rendez-vous est déjà pris pour accueillir encore plus de monde. Un nouveau gala de boxe devrait être organisé en avril 2022. En football, les clubs des Yvelines se sont illustrés ce week-end lors du 6e tour de la Coupe de France. Poissy s'est imposé 2-0 sur la pelouse du FC Fleury, pendant que Versailles, également à l'extérieur, l'emportait 1-0 face à Neuilly-sur-Marne. Tirage au sort des prochaines rencontres du prochain tour prévu ce mercredi à 11h30. C'est un Halloween sportif qui s'est déroulé ce week-end à Poissy. La ville organisait pour l'occasion une course à pied. 270 personnes se sont élancées sur plusieurs distances. Le reportage. L'Halloween Race, une première à Poissy. Ce dimanche 31 octobre, à l'occasion d'Halloween, la ville organisait une course intergénérationnelle décalée. Au programme, 3 tracés de 1,7, 5 et 10 km proposés en centre-ville. Un parcours en cœur de ville, parce qu'il y a certains commerçants qui sont encore ouverts et si jamais on a besoin d'aller chercher une petite brioche pour se ravitailler ou aller boire un coup, on ne va pas se gêner. Voilà, c'est ça l'esprit de Poissy. Une course atypique pour se dépenser dans la bonne humeur. Aujourd'hui, pas de chronomètre, l'important, être nombreux sur la ligne de départ. 270 personnes ont participé, toutes déguisées pour l'occasion. Le zombie va prendre son temps, il va prendre du plaisir avec ses enfants. Je suis infirmière aujourd'hui, une infirmière, haute en couleur et prête à en découdre. Voilà. C'est le zombie police, moi je suis, je sais pas, et lui c'est le squelette. Une cape d'Harry Potter. On joue un peu les Candyman, je sais pas si vous voyez le film un peu d'horreur. Faut prononcer que 3 fois Candyman et on apparaît. Moi je fais pas la manière qui fait peur, vous voyez, ça se voit. C'est super sympa de faire plein d'activités comme ça tout autour de la ville. Et donc du coup Halloween c'était la bonne occasion. L'événement a mobilisé 80 bénévoles et agents de la collectivité. L'Halloween Race 2022 est d'ores et déjà prévu. Et qui dit Halloween dit également Toussaint. Comme chaque année le 1er novembre, les fleuristes étaient prêts à accueillir les clients pour réaliser leur 2e meilleur chiffre d'affaires après les fêtes de fin d'année. Rencontre avec Mélanie qui tient une boutique à Montigny, le Bretonneux.
Après une période de la Toussaint en plein confinement l'année dernière, les fleuristes se réjouissent d'enfin pouvoir retrouver leur clientèle dans des conditions plus propices. Anémone, une boutique logée au cœur de Montigny-le-Bretonneux, a tout juste 1 an. Heureusement, l'année dernière, ça a été une grosse période. Les gens ont beaucoup joué le jeu pour nous soutenir dû à la période du Covid et en plus de notre ouverture toute naissante. Comme chaque année, les fleuristes doivent mettre les bouchées doubles pour Toussaint. Cette fête traditionnelle marque un pic dans leur activité. On a vraiment composé nous-mêmes, tous ensemble, des compositions. Alors, vous avez de la mie, donc ça c'est pour le côté champêtre que moi j'apprécie, du giroflet, du chrysanthème bien évidemment pour ce week-end. Pour le 1er novembre, compositions et ornements floraux viennent fleurir les tombes. Certaines variétés ont plus particulièrement la cote. Donc on retrouve beaucoup de chrysanthème qui est la fleur par excellence, de la bruyère, beaucoup de bruyères de différents types, de l'élébore, on commence aussi ce qu'on appelle aussi la rose de Noël communément. Voilà, de la pensée. Avec un gagnant, le chrysanthème. C'est la plante qu'on retrouve à cette période-là. C'est fleuri, il en existe de plein de types et de formes différentes. Et ça tient bien, et puis c'est pas ce qui est aussi le plus onéreux. Après la marguerite d'automne, il faudra encore attendre quelques semaines pour pouvoir orner nos tables ou nos maisons de branches de gui ou de houx. Et avant de refermer cette édition, je vous laisse découvrir ce nouveau cliché de Thomas Pesquet posté sur les réseaux sociaux. Depuis la Station spatiale internationale, l'astronaute français, dont la mission touche à sa fin, a donc publié cette photographie aérienne de Versailles. Un dernier souvenir avant sa descente sur Terre, prévue le 4 ou 5 novembre. Thomas Pesquet aura passé plus de 6 mois en orbite. Le journal revient mercredi 18h avec Grégory Canalé. Dans un instant sur TV78, l'actualité culturelle dans les Yvelines avec votre magazine 7-8 Culture. On se retrouve très prochainement sur cette antenne.